Je comprends la logique, c'est pour que les macros restent bons, mais dans ce cas-là, faut pas dire à volonté, parce que c'est pas vrai. Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Mais qui êtes-vous donc Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode du Keto Book Club. Je vous remercie infiniment pour l'accueil que vous avez fait à cette rubrique. Je vous remercie infiniment pour avoir donné votre avis sur les livres, voté dans les sondages sur quel livre il fallait faire, et je vous invite évidemment à continuer parce qu'il faut que cette rubrique vous soit utile. Il faut que ce soit les livres que vous hésitez à acheter, ou vous verriez un avis, ou tout simplement dont vous avez envie qu'on discute. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire ou utilisez les sondages pour aller donner votre avis. Le livre d'aujourd'hui, c'est vous qui l'avez choisi, c'est 100 aliments céto à volonté par Magali Valkovic aux éditions Thierry Soucard. Il coûte 14,90 €. Il est plutôt joli, je trouve, avec des couleurs et une jolie mise en page. La première chose, c'est que je trouve que c'est un très bon concept de livre, parce que en fait, c'est vrai que quand on débute, on a beaucoup de questions sur les aliments, et c'est bien d'avoir un outil en plus qui va servir à vous donner des détails d'aliments. Ça ne se substituera jamais à un livre théorique qui vous explique vraiment comment ça fonctionne, le métabolisme et tout. Mais ça, c'est un très bon complément parce que vous avez effectivement des fiches sur 100 aliments. Et le bonus que j'ai trouvé vraiment bien pensé, c'est qu'à chaque aliment est associée une recette. Donc franchement, l'idée est bonne. Petit bémol néanmoins par rapport au titre, on vous annonce 100 aliments céto à volonté. Quasiment aucun de ces aliments n'est à volonté dans le livre. Hein. Parce que à chaque fois, pour chaque fiche, on vous dit tiens, cet aliment-là, vous pouvez en manger entre 30 et 40 grammes. Vous pouvez en manger entre 50 et 70. Donc en fait, ça n'est à aucun moment à volonté. Je pense peut-être à parler de matières grasses, mais je suis même pas sûre que ce soit dit. Il y a vraiment une très large quantité d'aliments où on vous dit combien vous devez en prendre. Alors, je comprends la logique, c'est pour que les macros restent bons, mais dans ce cas-là, faut pas dire à volonté, parce que c'est pas vrai. Juste un petit mot sur l'auteur, parce que ça m'a un peu chiffonné. Magali Valkovic est diététicienne nutritionniste. Sauf que quand on la présente, elle est toujours présentée comme la spécialiste du régime cétogène. Alors, dire qu'on est spécialiste, c'est une chose, mais dire qu'on est la spécialiste, ça sous-entend autre chose. Ça sous-entend qu'il n'y en a qu'une, et que c'est elle. Et alors, à ma connaissance, mais vous me direz si je me trompe, je crois pas qu'il y ait des organismes qui décernent les titres de spécialistes dans chaque domaine. Donc pour moi, c'est clairement autoproclamé. La meuf, c'est autoproclamée spécialiste du régime cétogène. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle est présentée derrière dans mes souvenirs. Magali Valkovic est diététicienne nutritionniste, point. Spécialiste française du régime cétogène, virgule. Donc voilà. C'est la spécialiste française du régime cétogène. Bon, en fait, peut-être, mais qui le dit à part elle? Enfin, voilà. Moi, ça me chafouine un petit peu, et peut-être que ça chatouille un peu mon orgueil, j'admets. Mais franchement, je trouve ça un peu pompeux. Moi, j'aime pas. En fait, les trucs pompeux, franchement, ça me saoule. J'aime pas, et ça me donne un mauvais a priori de lecture. En fait, on n'a pas besoin d'avoir un titre pour être légitime. Moi, je pense que c'est notre contenu qui parle pour nous. C'est le contenu, la densité, la justesse et la profondeur de notre contenu qui est notre référence, pas le titre. Je vous propose qu'on passe au livre en soi. Ils ont mis au début une toute petite partie théorique et vous voyez, ça correspond au blanc. Tout le reste, en gris, là, c'est les fiches produits. Donc, c'était vraiment pas l'objectif du livre d'expliquer le cétogène, mais je pense qu'ils se sont dit, on peut pas faire un livre sur le cétogène sans en expliquer brièvement les principes. Et j'ai été très contente de voir des macros 90-8-2. Et pas des trucs laxistes comme on voit parfois. J'ai trouvé ça vraiment très bien, parce que c'est rare qu'on vous affiche des trucs aussi hauts en gras, aussi bas en protéines et en glucides. Donc ça, vraiment, j'étais très surprise et j'ai vraiment trouvé ça très bien. Ce que j'ai trouvé moins bien par contre, et qui n'est pas du tout dans cette logique, c'est qu'on nous propose des cétogènes dits souples, entre 25 et 50 grammes de glucides. Je sais pas vous, mais moi, 50 grammes de glucides, je suis plus en cétose. Hein. Plus du tout. J'ai envie de vous dire que même 30-40, c'est mort. Et on vous propose aussi le cétogène flexible, entre 80 et 100 grammes de glucides. Alors celui-là, il m'a bien fait rigoler, parce que ça, clairement, c'est pas un cétogène. Il fallait l'appeler low carb. 80 à 100 grammes de glucides, c'est un low carb. Franchement, j'ai pas compris, et je pense que c'est embrouillant pour les gens, ils vont rien comprendre, ils peuvent pas être en cétose. Personne n'est en cétose avec 100 grammes de glucides, ce n'est pas possible métaboliquement. Et un autre truc qui m'a énervé, c'est donc cette partie va très vite, mais par contre, il y a un passage hyper compliqué sur les ratios cétogènes. Donc c'est des ratios 5 contre 1, 4 contre 1, 3 contre 1, etc. Et on vous explique que c'est dédié à différents trucs. Alors les maladies du cerveau, la perte de poids, en fait,
Enfin, je pense que quand on débute, on n'y comprend rien, parce qu'en plus c'est mal expliqué. C'est pas que c'est si mal expliqué, c'est qu'en fait, on comprend pas en pratique ce que ça va donner, comment on va devoir le faire. Et en plus, pire, on vous dit que c'est le spécialiste de santé qui doit déterminer ce ratio pour vous. Donc si vous n'avez pas de spécialiste de santé, en fait, vous faites comment vous choisissez Enfin, je trouve que c'est hyper compliqué. Mais bon, voilà, vraiment, c'est la partie du livre que j'ai le moins aimé, et clairement, faut pas vous dire que ça va suffire pour comprendre le cétogène ou pour comprendre quoi que ce soit. Faut juste vous dire que s'ils étaient obligés de la mettre, et que, en fait, vous n'êtes pas obligé de la lire. On va passer à ce qui nous intéresse vraiment, c'est la partie aliments et recettes. Et ça, franchement, c'est bien foutu. Déjà parce que ils ont réparti les recettes en catégories. Donc vous avez les gras, vous avez les légumes, vous avez les fruits, les viandes, les herbes, je crois. Et à chaque fois, vous avez une couleur. Donc pour les gras, vous êtes jaune. Là, les fruits, les légumes, bah voilà. Et à chaque fois, dans chaque rubrique, c'est classé par ordre alphabétique, donc on s'y retrouve globalement assez bien, et vous avez à chaque fois la fiche détail sur l'aliment et la recette associée. Ça, j'ai trouvé que c'était facile à lire, j'ai trouvé que c'était agréable à lire. On n'est pas obligé de tout se taper dans chaque aliment, parce qu'à chaque fois, vous avez les mêmes rubriques qui reviennent. Cet aliment dans le régime cétogène, donc est-ce qu'il est riche en graisse, sa composition, les bienfaits pour la santé, comment on la conserve, est-ce qu'on peut la cuire, comment on la prépare, et puis la dernière rubrique, oui, comment l'intégrer au régime cétogène. En gros, c'est là qu'on va vous dire combien manger. Autre point positif et pas des moindres, c'est effectivement cette histoire de macros. Et moi, j'ai vraiment aimé qu'ils aient fait l'effort de mettre les macros à la fois pour l'aliment et pour la recette associée, parce que ça, c'est vraiment important. C'est quand même bien fait, ça vous évite d'avoir recours à une appli pour chaque recette. Enfin, franchement, ça, c'était très bien. J'ai aimé aussi qu'il y ait beaucoup de choses dans les matières grasses. Ils prennent le temps, dans la rubrique matières grasses, d'en passer pas mal en revue, et même des graisses animales, comme la graisse de canard. J'étais un peu déçue de pas trouver la graisse de bœuf ou la graisse de porc. Mais voilà, ils ont fait l'effort de mettre une bonne diversité. Dans les huiles végétales, ils ont réhabilité l'huile de palme, qui, je pense, est vraiment trop souvent négligée, comme l'huile de palme c'est pourri. Non, là, il y a l'huile de palme rouge. Et en plus, on vous dit bien que c'est vachement bien pour la cuisson, parce que vous pouvez monter en température, ce que vous ne pouvez pas faire avec les huiles végétales qui sont poly et monoinsaturées. En plus, on vous donne des idées de recettes à faire avec, parce que c'est vrai que c'est bien gentil d'avoir de l'huile de palme, mais moi-même, je me posais la question, si j'en achète, je vais faire quoi avec? En plus, franchement, j'ai appris des choses. Il y avait vraiment des aliments dedans que je connaissais pas, ou je connaissais pas les macros, ou je m'imaginais pas vraiment pouvoir les mettre dans une diète cétogène. Il y avait de la carambole, de la christophine. Il parlait de papaye verte et de papaye mûre. Il y avait aussi beaucoup d'idées autour des herbes aromatiques et de l'ail, des choses comme ça que souvent on sait pas quoi en faire non plus. Donc ça, franchement, c'était très bien. Et c'est vrai que puisqu'on parle de légumes, de fruits, j'ai aimé aussi que leur sélection soit relativement stricte. On ne trouve pas tous les légumes dans ce truc-là. En fait, dès que le légume il a plus de 7 grammes de glucides, on le voit plus. Donc là, vous n'avez pas de tomates, vous n'avez pas d'aubergines, il n'y a pas de trucs comme ça. Donc je trouve que c'est pas mal quand on est débutant, parce que ça permet de moins faire d'erreurs. C'est vrai qu'on entend souvent dire « Ah mais vous pouvez manger tout ce que vous voulez, vous pouvez même manger de l'ananas du moment que vous mangez des minuscules quantités et que vous réglez vos macros. » Mais en fait, du coup, c'est des calculs d'apothicaire, ça peut devenir très frustrant. La marge de manœuvre est faible, il faut se débrouiller. Puis moi, si on me donne un petit bout comme ça de trucs à la mangue en me disant « Tu vois, tu peux manger de la mangue », en fait, limite, c'est une insulte à mon appétit, quoi. Moi, si je mange un truc, je veux manger un truc et je veux manger la quantité qui me fait envie. Je suis pas contente si je dois me limiter à une minuscule part. Je me suis enflammée. J'ai trouvé bien finalement que la sélection de fruits et de légumes soit assez ferme, assez stricte. Ils ont fait l'effort, je pense, d'essayer de trouver les fruits qu'on peut manger, parce que c'est vrai que les gens au début ils se sentent très frustrés avec ça. Bon, évidemment, moi j'étais pas contente d'y trouver les fruits rouges, surtout que je crois me rappeler qu'associé à la mûre, il y avait une confiture de mûre. Je me suis dit, mon Dieu, une confiture de mûre, mais quelle macro et quelle portion ils ont pu trouver pour qu'on puisse en manger, parce que oui tu peux en faire, mais alors combien tu peux en manger? Une demi-cuillère à café, je sais pas. Bon, je vais évidemment pas faire les recettes, mais et toujours sur le sujet des légumes, j'ai trouvé ça très bien qu'il est souvent fait mention des légumes qui sont riches en oxalates et auxquels il faut faire attention quand on a des problèmes rénaux, des calculs ou d'autres dysfonctionnements rénaux comme ça. C'est rare qu'on en parle, donc là vous allez trouver la mention sur certains légumes verts et c'est bien. Et franchement, il y a des recettes qui m'ont donné envie, hein. Je les ai notées pour les faire. Il y avait un velouté de champignons qui m'a donné sacrément envie. Il y avait une recette de fadon de coco citron. Il y avait des chips de coco. Et oui, et il y avait un taboulé façon libanaise, mais avec du chou-fleur. Alors celui-là, vous êtes sûr, je vais le faire.
Je le ferai peut-être même en vidéo parce que franchement, je suis sûre que c'est délicieux. Donc il y a quand même des recettes qui m'ont fait bien envie. Et c'est vrai que moi, vu comme je suis relou, si dans un livre je trouve une demi-douzaine de recettes qui me plaisent, ça valait le coup de l'acheter quoi. Vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup plus de points positifs que ce à quoi je m'attendais. Par contre, je vais pas mentir, il y a des trucs qui m'ont clairement cassé les couilles. La première chose qui m'a embêtée, c'est au niveau des macros. Parce que c'est bien de les avoir donnés, mais je trouve qu'il y a des endroits, il y a de grosses imprécisions. Le truc qui m'a le plus choqué, c'est pour le chocolat. Vous avez une page, chocolat noir 85%. Vous voyez le titre, c'est vraiment chocolat noir 85. Et on vous donne des macros, lipides 53, protéines 12, glucides 7. Je suis désolée, mais c'est littéralement impossible qu'un chocolat 85 ne soit qu'à 7 grammes de glucides. Par contre, quand on lit un peu plus bas, on lit seul le chocolat à 85% de cacao, au moins, est compatible avec le régime cétogène car il est peu sucré. Mais les macros qui sont là, c'est pour du 100, hein, c'est pas pour du 85. Donc quand on débute, ça c'est vraiment un piège. Et surtout ce que j'ai trouvé embêtant, c'est que il y a des recettes où il y a beaucoup de chocolat. J'ai trouvé une recette où il y avait 200 grammes de chocolat noir 85. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec un gros compte de glucides et qu'il va pas falloir se tromper sur la taille de la part. Et vous voyez, ça revient à ce que je disais un peu avant. Ça veut dire que là, il faudra vous contenter d'une très petite part. Est-ce que tout le monde... Alors, il y en a qui y arrivent, mais les gens comme moi, ça les saoule. Tiens, bah, c'est la recette d'après. Fondant Céto Choco, 200 grammes de chocolat noir à 85%, et c'est pour 6 portions. C'est-à-dire que dans une portion, vous avez en gros 33 grammes de chocolat noir 85. Ça va au minimum être 10 grammes de glucides, et je pense même que ça va être 12, voire plus. C'est un problème, sachant qu'en phase d'adaptation, on doit être en dessous de 20 grammes de glucides. Alors c'est possible si on fait le fameux cétogène flexible, mais par contre, faut pas compter être en cétose, et ça, on vous le dit pas. Et on trouve le même problème sur les algues, il me semble, même si là, c'est beaucoup moins grave, parce qu'on met pas 200 grammes d'algues dans une recette, mais c'est vrai que les algues, si vous prenez le wakame et le kombu, c'est pas du tout pareil. Je crois que le kombu, ça monte pas mal fort en glucides. Autre imprécision comme ça dans les macros, et là qui m'a vraiment choquée, page 155, vous avez une recette de fat bomb citron coco. Alors je lis la recette, dans la recette il y a 200 grammes de coco râpé et seulement 50 grammes d'huile de coco. Donc là c'est absolument pas une fat bomb. Une fat bomb, ça doit avoir des macros miraculeux qui sont quasiment 98% de gras. Et là, en fait, avec 200 grammes de coco râpé, il y a beaucoup de glucides. C'est impossible de faire une fat bomb. Ça va faire un petit dessert sympa, mais pas une fat bomb. Surtout que on vous propose de mettre du xylitol avec. Bon, il y en a pas beaucoup, mais voilà. Et surtout, ce qui m'a emmerdé, c'est qu'ensuite, je regarde les macros de la recette, et pour une bouchée, glucides 0. Je veux bien que la part de glucides dans une part soit inférieure à 1. Mais du coup, moi, si je vois glucides 0, je me dis, bah ok, je peux en manger 4, je peux en manger 5, je peux même en manger 10 si j'ai envie. Je peux même manger tout le truc si j'ai envie. Mes glucides seront toujours à 0. Sauf que non, il y avait 200 grammes de farine de coco dans le truc. Donc, je suis désolée, mais là, ça ne va pas, et quand on est débutant, c'est un problème. Donc, je trouve que c'est pas très précis pour un livre dont le but est de rentrer dans le détail de l'aliment. Là, on n'est pas là pour survoler, on a le temps, justement. Là, il y a une double page pour parler de l'aliment. Donc, c'est le moment de donner ce genre de détails. Et ça m'amène à mon deuxième point négatif, c'est que je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de redites. Par exemple, dès que vous avez un aliment gras, il y a un paragraphe qui vous dit « Ah bah, cet aliment booste le ratio cétogène d'une recette. » Bah oui, on a compris, c'est que du gras, donc forcément les macros vont être meilleurs. Mais c'est dit à chaque fois, à chaque aliment. Donc voilà, il y a des trucs comme ça qui sont tout le temps répétés, qui prennent de la place, alors qu'en fait, on aurait pu dire plein de choses plus intéressantes sur ces aliments et plus spécifiques aussi. Ce qui m'amène à mon point d'après, j'espère que vous appréciez la qualité des transitions. Il y a des choses que j'aurais aimé que l'on dise sur les aliments et qui ne sont pas dites. Vous avez d'énormes pages sur les amandes, les noix de pécan, les noix du Brésil. C'est pas une mauvaise chose de les faire figurer parce que c'est le moment d'en parler. C'est le moment de dire oui, ce truc-là, il est riche en gras, il a l'air bien et tout ça. Mais attention, dedans il y a de l'acide phytique, mais attention, dedans il y a des lectines, mais attention, dedans il y a des oméga 6. C'est le moment en fait, et en fait on n'en parle pas. Et surtout, on ne parle pas du tout de l'acide phytique, on ne parle pas du tout des lectines. Il y a deux pages qui m'ont beaucoup choquée, c'est la cacahuète et l'amande. En fait, on nous vante les mérites de l'arachide, comme si c'était génial. Alors voilà, c'est antioxydant, il y a du resveratrol, c'est anti-cancer, machin. Mais en fait, on nous parle pas d'acide phytique, on nous parle pas de lectine, on nous parle surtout pas de mycotoxines et on nous parle pas d'oméga 6. Moi, franchement, ça m'a choquée.
dans une double page qui est censée nous donner des détails sur le truc, mais en fait on lit exactement la même chose que dans tous les autres oléagineux, donc en fait on s'ennuie puis on finit par pas lire. Je me demande si l'amande ça m'a même pas encore plus saoulé que la cacahuète. Comme pour tous les oléagineux dans cette rubrique, on vous dit que c'est riche en magnésium et en potassium et machin. On ne vous dit pas du tout que l'acide phytique est un antinutriment qui va empêcher l'absorption de ces fameux minéraux, et que comme en plus il génère de la porosité intestinale, vous allez être sur le long terme de moins en moins à même à absorber ces minéraux. Donc en fait vous faites coup double en négatif. Plus vous en consommez, moins vous êtes capable de récupérer du magnésium. Si vous voulez du magnésium, consommez du foie de volaille, hein, vous aurez ce qu'il vous faut. Alors je me suis dit, ok, ils n'ont pas parlé d'acide phytique dans cette rubrique-là, ils vont en parler dans la rubrique d'après, en disant que si on les fait tremper, on enlève l'acide phytique. Pas du tout. On vous dit que c'est mieux de les manger crus. Et puis, cerise sur le gâteau, on vous dit que l'amande a des propriétés anti-inflammatoires. Alors oui, peut-être que l'amande a des composantes qui la rendent anti-inflammatoire, mais est-ce que ça va être suffisant pour venir tamponner l'inflammation que vous allez vous taper dans les intestins derrière en mangeant? C'est vraiment pas sûr. Et alors, dernier passage que j'ai trouvé complètement ésotérique, ces graisses sont en majorité des graisses insaturées et monoinsaturées comme celles retrouvées dans l'huile d'olive, connue pour ses bienfaits sur la santé. Quand on mange gras, ce point n'est pas à négliger. Mais quel point? Le point que l'huile d'olive est bonne pour la santé? Le point que c'est des polyinsaturés, monoinsaturés? Le point que t'as oublié de parler qu'en fait il y a des oméga 6? Quel point est... Ce point n'est pas à négliger. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait des relectures chez Soukar? Parce que... Comment cette phrase a pu passer, quoi? Même chose, par exemple, pour les légumes comme le concombre ou la courgette ou comme les fruits rouges. J'aurais aimé qu'on me dise que ça contient des lectines et que si j'ai l'intestin sensible, bah c'est un générateur pareil d'inflammation. J'aurais bien aimé qu'on me le dise. Bon, je dois dire que je l'attendais pas, mais c'est toujours pareil. Vu qu'il y a des redites à chaque truc, ça aurait été bien de prendre le temps justement de parler de ça. Je comprends pas en fait pourquoi ça y est pas et ça me manque. Il y a une partie fromage et en fait c'est la même chose. C'était justement intéressant de faire une partie fromage pour dire attention. Vous avez de la caséine qui n'est pas en même quantité dans tous les fromages et celui-là par exemple il est désastreux, celui-là par exemple il a un problème. C'était aussi l'occasion de dire, si vous avez une dysbiose, un fromage très fermenté, très vieux, ça va vous poser problème, alors qu'un fromage plus, j'en sais rien, pasteurisé, ou sera plus digeste pour vous, et ça permettait d'aider les gens à naviguer parmi les fromages si vraiment ils veulent en consommer. Après il y avait évidemment des trucs sur le tofu et les tempeh, les conneries comme ça, bon ça moi je lis même pas, parce que ça m'énerve beaucoup trop. Alors la dernière chose qui m'a pas plu, c'est la partie farine, parce qu'évidemment on trouve des farines de lupin, des farines de soja les gars quoi. Désastreux. Je me suis dit, calme-toi, de toute façon tu n'es pas d'accord, tu as le droit, et ils ont le droit de faire leur livre. Et je me suis dit, je vais aller voir à la partie farine de coco, puisque c'est celle que moi j'utilise, voir quelle recette ils me proposent. Quelle ne fut pas ma surprise de trouver une recette de pâte à pizza à la farine de coco. Je me dis, comment ils ont fait pour faire une pâte à pizza et que ça n'ait pas un goût de coco? Eh ben je vais vous le dire tout de suite. Il y a certes 100 g de farine de coco, mais il y a aussi 150 g d'emmental, et surtout il y a 40 g de gluten. Non mais où est-ce qu'on est? Non mais on est censé faire une diète qui va soulager l'inflammation, et là on vous propose de foutre du gluten dans la pâte à pizza. Directement le premier agresseur de l'intestin, puis celui-là en plus il est quand même pas peu connu, ça se sait. Si vous avez un tant soit peu d'inflammation dans l'intestin, c'est un problème. Si vous êtes intolérant aux glucides, que vous avez tendance à grossir, que vous avez tout ce genre de problèmes qui vous ont finalement mené à la diète cétogène, faut pas manger du gluten enfin. Donc là franchement j'étais choquée de voir ça. En un mot, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve le concept sympa, je trouve que c'est facile et agréable à lire, je trouve que ça peut être une bonne aide pour vous aider à diversifier un petit peu les aliments. Il y a beaucoup de gens qui en ont un peu marre de consommer tout le temps les mêmes trucs, et donc ça donne des idées pour diversifier les choses, à la fois dans les légumes, mais aussi dans les viandes, les poissons, les assaisonnements. Et c'est vrai que du coup, avec les recettes, on est vraiment aidé pour avoir des idées de faire des choses. Même moi, je me suis dit, ah tiens, c'est des trucs auxquels j'aurais pas pensé, j'ai envie de les faire, etc. Mes bémols sont sur que les fiches nutritionnelles sont très insuffisantes du coup, et que je sais pas si on peut vraiment se fier au macro quand je vois les petites erreurs que j'ai relevées comme ça au vol, parce que je l'ai pas lu à la loupe, hein.
Mais je me dis, bon, j'espère que c'est pas toujours aussi imprécis parce que du coup, pour un débutant, c'est un problème. Et je trouve qu'il aurait fallu quelque chose pour guider les débutants là-dedans, leur dire, attention, là quand même, il faut gérer la quantité, machin. Et puis, encore une fois, c'est quand même trompeur parce que le titre vous dit à volonté. Donc moi, je suis débutant, qu'est-ce que je fais? Bah oui, surtout quand je trouve une recette de fat bomb où il y a 0 g de glucides, et en plus on me dit c'est à volonté, je vois pas pourquoi j'en mangerais que 2. Alors qu'on m'a dit que les fat bombs c'était bon pour compléter mon apport en gras. Donc là-dessus, je trouve que c'est pas précis et que c'est dommage, même si dans l'ensemble, je trouve que c'est pas un mauvais livre et je pense que je vous le ferai gagner pour ceux qui sont membres sur ma chaîne. Je pense que ce sera peut-être un des premiers concours où je vous le ferai gagner. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, si vous êtes intéressé pour devenir membre de ma chaîne, vous avez toutes les informations quand vous cliquez sur rejoindre à côté de l'abonnement. Vous avez l'information sur les différents niveaux, combien ça coûte, qu'est-ce que ça vous apporte comme avantage. Il y a même une petite vidéo explicative et sachez que quand vous devenez membre, vous pouvez arrêter votre abonnement à tout moment. Ça peut être au bout de 2 semaines, au bout d'un mois, au bout d'un an, enfin c'est quand vous voulez. Ça vous donne plein d'avantages sympas. Si jamais vous voulez des détails là-dessus, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Si vous voulez donner votre avis sur les prochains livres, il y aura certainement un sondage dans le commentaire épinglé. Vous pouvez aussi donner vos suggestions. Il faut que cette rubrique, elle vous serve à vous. Donc, votez et abonnez-vous. Et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.